Vous écoutez Une enquête dans la peau, la joggeuse de Milly-la-Forêt. Deuxième partie. Midi, la garde à vue commence. Quand Manuel Dacruz arrive à la brigade, tout le monde n'a qu'un espoir, c'est qu'il parle. Véronique Sadis, adjudante-chef à la section de recherche de Paris. Et quand on le voit passer, on se dit, c'est pas gagné. Il a le visage fermé, il a un regard sombre, presque un regard de prédateur. Je sais pas si on peut dire qu'il analyse vraiment tout ce qui se passe autour de lui, mais on sent la personne vraiment fermée. Il y a quelque chose de violent qui ressort de lui. Avant de commencer les gardes à vue, on a un spécialiste qui vient, qui fait les prélèvements d'empreintes et qui procède également à des relevés ADN. Le collègue passe des compresses sur ses mains qui partent en analyse pour voir s'il a été en contact avec la victime. Pendant la garde à vue, donc les collègues vont lui poser toute une série de questions. Il va répondre de manière laconique. Il va nier tout ce qu'on peut lui reprocher, même en lui amenant des éléments probants. Il y avait ce véhicule. On savait que pour l'utiliser, il fallait savoir où étaient les clés. Les clés étaient dans la partie de la résidence qui appartenait à l'avocat, donc dans sa maison, dans sa résidence secondaire. Il y avait une alarme, il fallait désactiver l'alarme, savoir où se trouvait la clé. Il y avait pas eu d'effraction, donc il fallait que ce soit quelqu'un qui connaisse déjà pour avoir la clé au véhicule 106. L'enquête de voisinage nous a permis aussi de trouver un voisin qui nous dit que ce matin-là, vers 8h, il croise Dacruz partir avec la 106 et lui-même est étonné parce qu'il le voit jamais partir le matin aussitôt et il le voit jamais conduire ce véhicule. Et à chaque fois qu'on lui apporte des éléments à charge, il trouve toujours une excuse pour dire c'est pas moi, et il nie, soit il explique pas, soit c'est parce que des gens sont jaloux, il trouve toujours des excuses. Et c'est vrai que pour les collègues, c'était compliqué parce que c'est long de poser des questions à une personne qui vous dit pas la vérité. En parallèle, on entend sa femme et sa fille. Ils nous expliquent que leur père donc est sorti de prison 1 an auparavant, qu'il avait trouvé du travail et qu'il avait été licencié quelques mois auparavant et que depuis, il passait ses journées à la maison, notamment à jouer à la PlayStation, à regarder la télé. Il faisait rien de particulier. Sa femme nous explique qu'il a parfois des comportements violents aussi vis-à-vis d'elle. Il commence à avoir un petit profil le concernant, notamment par rapport à la violence. Il ressort qu'il a un rapport aux femmes un peu autoritaire. Laurent Caruso, avocat de Manuel Dacruz. Qui laisse penser qu'il y a pu avoir quand même des épisodes de violence avec sa femme dans le cadre familial. Il a une haine, il a une colère qui est incontrôlée. Il a un mal qui le ronge et il se retrouve dans une situation où il ne contrôle pas forcément tout ce qu'il fait. Et il a du mal à contrôler ses pulsions. 47 heures plus tard, la garde à vue touche à sa fin. Une heure avant la fin de la garde à vue, les prélèvements ADN qui avaient été faits sur ses mains avaient été envoyés à un laboratoire à Paris. Et le laboratoire nous indique qu'il y a un mélange d'ADN qui est retrouvé sur sa main gauche, l'ADN de Dacruz et l'ADN de Marie-Christine Odo. Et là, on se dit, il va être obligé de parler. On a une preuve, c'est l'ADN, il ne peut pas faire autrement.
Même devant l'évidence de l'ADN, il dit qu'il ne comprend pas, qu'il n'explique pas et il veut toujours pas reconnaître. On a une frustration. Il a toujours rien dit, on l'a toujours pas retrouvé et on se dit s'il ne parle pas, comment est-ce qu'on va pouvoir retrouver Marie-Christine ? L'espoir qu'on ait, c'est qu'à un moment, il dira qu'il ne parlera que devant le juge. Et là, on part en convoi au tribunal à Évry pour qu'il soit présenté devant le procureur et ensuite devant le juge. Quand Manuel Lacruz entre dans le bureau du juge, pour le juge d'instruction, la première interrogation, le moment de suspense, c'est est-ce qu'il va continuer son attitude de silence ou est-ce qu'il va enfin dire des choses ? Ce moment passé dans le cabinet du juge d'instruction avec Manuel Lacruz, c'est bien évidemment un moment assez particulier. De manière assez surprenante, il répond tout de suite. Et là, Manuel Lacruz va collaborer, va accepter de répondre aux questions et de montrer, de pointer du doigt sur l'ordinateur, sur la carte, où est-ce qu'il faut aller. C'est vers 20h que je reçois un coup de fil du juge où il m'informe qu'il a commencé à parler et il indique où se trouve Marie-Christine Odo. À aucun moment, on nous dit si elle est vivante ou pas. Il nous a dit qu'un bois qui fait peut-être 100 mètres sur 300-400 mètres de long. Et donc, les équipes cynophiles se placent en bord de route et progressent tout le long du bois. Tous ceux qui pouvaient, en tout cas, se sont mobilisés. On avait des consignes bien précises des gendarmes, on s'était mis tous en ligne. Puis voilà, on a fait des battues. Henri III, ami de Marie-Christine Odo. Avec une terrible angoisse, parce qu'à chaque fois qu'on trouvait un talus ou quelque chose qui pouvait être susceptible d'abriter un corps, c'est toujours c'est émouvant, c'est dur, quoi, parce qu'on a peur de trouver quelque chose. On avait peur de la trouver. La progression est lente parce qu'il y a énormément de ronciers, le sous-bois est dense. En plus, la nuit commence à tomber, ça devient un petit peu compliqué pour pouvoir avancer. Et finalement, tout à coup, on entend une personne des équipes recherche qui crie « Je l'ai ». Et là, on se dit « Oui, tu l'as, mais elle est vivante ». Et là, on n'a pas vraiment de réponse et on entend un non. Et là, bon, on se dit, ok, c'est fini, quoi. Là, on accuse vraiment le coup. Le corps était à peu près à 200-300 mètres du bord de la route et à une dizaine de mètres de l'orée du bois. Donc Marie-Christine Odo est allongée dans une cavité naturelle et des branchages étaient posés sur elle pour la recouvrir. Elle est dénudée. Il avait essayé de camoufler le corps de Marie-Christine pour que ce soit plus difficile de la retrouver. Le temps paraît extrêmement long entre l'appel, les 48 heures de garde à vue et c'était même encore après, le moment où il avoue devant le juge. Forcément, c'est interminable. C'est un mélange de déception et de colère. Mais plus de la colère parce qu'on n'a pas réussi à la retrouver à temps, pas réussi à avoir pu la sauver, quoi. C'est ça qui nous touche. Enfin, Manuel Lacruz se livre au récit du meurtre.
Au fil des interrogatoires, il va enfin commencer à affiner sa version, à raconter de plus en plus de choses et à assumer de plus en plus de choses jusqu'à reconnaître ensuite le viol, puisque il est quand même assez révélateur de noter qu'il reconnaît le meurtre tout de suite, pas le viol. Le juge m'appelle pour me dire qu'il a entendu Dacruz et il m'explique ce qu'il a donné dans sa déclaration et après il me transmet une copie de l'audition et ce qu'on lit c'est glaçant quoi. C'est le scénario qu'on n'imagine même pas dans un film. Il explique que ce matin-là, il se sentait pas très bien et du coup il prend la voiture pour se rendre à Milly-la-Forêt. Là, il dit qu'il voit passer Marie-Christine Odo devant lui, que là, il est pris d'une sorte de pulsion et il décide de la suivre. Il gare sa voiture dans un petit chemin, il sort, il prend son couteau et il la voit et à ce moment-là, il l'attrape avec le couteau. Il l'enferme dans le coffre de sa voiture, il reprend la route. Il entendra effectivement le coup de fil. C'est là où il décide de s'arrêter. Il reconnaît ouvrir le coffre, lui donner un coup de poing et jeter le téléphone à ce moment-là. Et là, il repart. Ils vont jusque dans un premier bois. Là, il se gare de manière à ce que la voiture ne soit pas visible de la route. Il la fait descendre de la voiture, il l'amène dans le bois. Il l'attache avec les câbles électriques et il la viole. Ensuite, il la laisse attacher et là, il décide de rentrer chez lui et de changer de voiture. On l'explique par le fait qu'il a entendu la conversation qu'elle a eue au téléphone avec la gendarmerie et qu'il ne veut pas être repéré avec la 106, donc il va récupérer son autre voiture. À ce moment-là, il dit qu'il a toujours pas l'intention de la tuer. Il revient sur les lieux. Et le temps qu'il rentre à son domicile et qu'il revienne, elle réussit à se détacher et à quitter le bois. Marie-Christine, pour elle, elle est libre, elle va réussir à être sauvée, elle va trouver du secours, quelqu'un va l'aider. Et pour elle, c'est fini, son calvaire est fini. Elle est bien sûr sortie de ce bois, vous imaginez l'état d'esprit, l'état physique de cette jeune femme. Dominique Paulion, avocat de la famille Odo. Et à la sortie de ce bois, il y avait deux chemins. Soit un chemin sur la gauche, à travers les champs, pour essayer de rejoindre la ville la plus proche, pour demander secours. Un deuxième chemin sur la droite, pour rejoindre la route la plus proche. Elle était à 200-300 mètres. Elle est soumise à ce choix. Elle choisit certainement le choix que j'aurais fait, d'aller au plus près, d'aller sur cette route pour demander secours. Or, le premier véhicule sur lequel tombe Marie-Christine Odo, c'est le véhicule de son futur meurtrier, le véhicule de M. Dacruz. Quand il revient, il dit qu'il la voit en train de marcher le long du chemin de terre pour rejoindre la route. Et donc, elle voit passer cette voiture, mais pour elle, c'est pas son agresseur puisqu'il a changé de véhicule. Et il passe donc devant elle, elle le reconnaît pas.
Et au bout du chemin, elle prend la même direction que lui. Lui, du coup, il va se garer un petit peu plus loin. Et là, quand elle arrive à sa hauteur, il l'attrape. Et c'est là où il décide de la tuer, quoi. Il dit qu'en fait, il utilise le t-shirt de Marie-Christine pour le mettre autour de son cou. Et là, il serre pour l'étrangler jusqu'à ce qu'elle décède. C'est digne d'un film d'horreur. Enfin, même quand on lit le récit de Dacruz, on se dit, mais même dans un film, des scénaristes qui imaginent ça, on se dit, ils exagèrent, quoi. Et en fait, non. Enfin, c'est vraiment ce qui lui est arrivé et c'est juste horrible. Le procès s'ouvre le 2 novembre 2009. Le témoignage aux assises est toujours un moment délicat parce que vous devez expliquer une affaire sans forcément montrer ce qu'on ressent. On est là pour expliquer les faits. On avait préparé un montage avec la bande-son de Marie-Christine Odo. On avait filmé l'itinéraire et on avait calé la bande-son sur l'itinéraire. Gendarmerie, bonjour. Au secours! On est en train de m'enlever! Je suis dans une voiture! C'est vrai que quand la voix de Marie-Christine Odo a résonné dans la cour d'assises, tout le monde écoute en direct une femme qui est en détresse et en plus on connaît l'issue. C'était extrêmement pesant, il y avait à la fois énormément d'émotions. Enfin, là, on voit que tout le monde accuse le coup. Et à la fin de l'appel, un gros moment de silence. Et ça, c'était quelque chose de très fort, quoi. Après mon témoignage, en fait, il y a eu une pause. Pendant la pause, les frères de Marie-Christine étaient présents. Ils sont venus me voir et ils m'ont remercié pour le travail qui avait été fait parce que de leur côté, il m'a dit on s'est pas rendu compte de tout ce qui avait été fait, que ce soit de la recherche sur le terrain, que ce soit au niveau de l'enquête. Et du coup, ils avaient été surpris, ils m'avaient remercié et je crois que ça a été le plus beau moment pour moi. Ça m'a beaucoup touché ouais, qu'ils aient ce petit mot. Ce procès est extrêmement médiatisé. Une cinquantaine de journalistes ont été accrédités pour suivre ce procès qui a été présenté comme le procès de la récidive. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire, éventuellement, pour que Manuel Dacruz ne sorte pas de prison la première fois, en étant pire que ce qu'il était déjà? Laurent Caruso, avocat de Manuel Dacruz. Est-ce que des moyens auraient pu être donnés pour que Manuel Dacruz, éventuellement, soit aidé pour éviter cette récidive? En réalité, les experts voient une fois, peut-être deux fois, je vous rappelle en 5 ans pour M. Dacruz, les personnes condamnées, comment pouvoir apprécier si une personne est toujours ou non dangereuse pour permettre une liberté conditionnelle, c'est extrêmement difficile. Les moyens mis en œuvre par la justice ne répondent pas du tout à la réalité de la situation. Quand on a appris que c'était un récidiviste, on a ressenti du dégoût. Henri III, ami de Marie-Christine Odo. Du dégoût, parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas comment des gens qui ont déjà fait du mal puissent se retrouver dans la rue et recommencer. Ça, c'est difficile à comprendre. Tout ça, ça nous a beaucoup marqué. Je pense que ces gens-là, un jour ou l'autre, ils recommencent, quoi. C'est plus fort qu'eux. Donc on ne devrait pas les relâcher. C'est difficile pour une famille qui a perdu un être cher d'entendre et de comprendre que celui-ci a déjà commis
les mêmes faits quelques années avant. Cette affaire a fait 2 victimes. Madame Odo attendait ce procès depuis de très nombreux mois. Elle attendait la réponse de la justice. Elle avait dit à ses fils « J'attends le procès de ma fille. Une fois que le procès aura eu lieu, je n'ai qu'une hâte, c'est la rejoindre. » Elle avait des traitements, elle n'a pas pris ces traitements. Je crois qu'elle s'est laissée purement et simplement mourir. Sur ce dossier, le seul regret qu'on ait, c'est de ne pas avoir pu la retrouver vivante. C'est la seule chose qui restera toujours. Je ne sais pas si on aurait pu. On a travaillé au plus vite de ce qui pouvait être fait, que ce soit par les moyens humains, technologiques. Tout a été fait pour la retrouver. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. On y pense souvent. Vous savez, quand on se retrouve, parfois on a besoin de parler de dossiers précédents. Et on a toujours une pensée pour Marie-Christine. Sa voix pendant l'appel, ça c'est quelque chose qu'on ne peut jamais oublier. Je pense qu'elle sera toujours dans notre cœur. Ça, c'est quelque chose qui est... Enfin, elle peut pas s'en aller. Pour nous, elle fallait toujours avec nous. Tous ses amis en parlent encore. Hein. C'était une belle personne dans tous les sens du terme. Et quand une belle personne vous quitte, c'est toujours très difficile. Un énorme respect pour elle. Parce que on se dit qu'elle a eu un courage incroyable, il lui est arrivé quelque chose de phénoménal. On ne peut pas imaginer toute l'horreur qu'elle a pu vivre, quoi. Donc, à chaque fois, c'est ça qui nous marque. Manuel Dacruz a été condamné en 2011 à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de 22 ans de sûreté pour l'enlèvement, la séquestration, le viol et l'assassinat de Marie-Christine Odo. Il n'a pas fait appel de ce jugement. Véronique Sadis a quitté la section de recherche de Paris en 2014. Elle est aujourd'hui enquêtrice à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. Vous venez d'écouter Une enquête dans la peau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Une enquête dans la peau est un podcast coproduit par Initial Studio, Caméra Subjective et les films du 8e jour. Adapté de la série documentaire audiovisuelle L'enquête de ma vie, produite par Caméra Subjective et les films du 8e jour, avec la participation de Planète Plus Crime Investigation, sur une idée originale de Sarah Lebas. Cet épisode a été écrit par Édouard Mounier et réalisé par Édouard Mounier et Benjamin Malherbe. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Maria Gassan, assistée de Marine Boudalier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Vincent Cohen.